Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition dans l'actu vendéenne de ce vendredi 13 février. Pourquoi ne pas réquisitionner des bâtiments vides pour accueillir des demandeurs d'asile? C'est en tout cas la revendication du collectif Vivre Ensemble qui manifestait hier. 24 rafales vendues à l'Égypte, bonne nouvelle aussi pour la Vendée. Dans le département, certaines sociétés travaillent pour l'aéronautique. Exemple dans un instant avec l'entreprise Bouygues. Et puis, rencontre en fin d'édition avec Pénélope Nolot qui imagine et conçoit des poupées. Et vous verrez que le marché est florissant. On ouvre donc cette édition avec cette manifestation initiée hier soir à La Roche-sur-Yon par le collectif Vivre Ensemble. Mobilisation qui s'inscrivait dans le cadre de la nuit solidaire pour le logement. Les différentes associations présentes ont ainsi interpellé les collectivités, l'État surtout, mais aussi le département et la ville, pour qu'elles réquisitionnent des bâtiments vides et qu'elles les utilisent pour l'accueil d'urgence des demandeurs d'asile. Reportage de Samuel Grasset. 18h, dans les jardins devant la préfecture, les premiers militants associatifs arrivent. Arrivé lui aussi, Jamal, 24 ans, originaire du Soudan. Cela fait 3 mois qu'il est arrivé en France, ici, à La Roche-sur-Yon. L'endroit où il dort, c'est la rue, dit-il. Tous les jours, tu appelles les 115. Tu appelles les 115, c'est pas place. Puis c'est très froid, c'est un problème, tu peux rester dans la rue. Le cas de Jamal n'est pas isolé. Selon le collectif vendéen Vivre Ensemble, la CIMAD, qui vient en aide aux migrants, aux réfugiés, estime qu'ils sont au moins une quinzaine de Soudanais, de Tchadiens, demandeurs d'asile, à ne pas avoir de solution d'hébergement dans le département. La loi oblige pourtant l'État à les loger le temps de l'examen de leur demande d'asile. Alors, les antennes vendéennes d'Emmaüs SOS Famille, de la Ligue des droits de l'homme, de Réseau Éducation sans frontières ou d'ATD Carmonde souhaitent interpeller l'État. On a avancé quelques solutions quand même, des réquisitions parce que le droit, la loi le permet. Le préfet pourrait très bien réquisitionner, le conseil général aussi, le maire de la ville aussi. Il y a des bâtiments vides à La Roche-sur-Yon, nous le savons, nous les connaissons, tout le monde les connaît. Des bâtiments en plus qui seraient vraiment très bien adaptés. Parmi les bâtiments visés, les anciens locaux de l'IUFM ou encore la Villa Maria. Déjà en 2012, près de 80 personnes avaient pris possession d'un ancien bâtiment de l'UNEDIC. La préfecture de la Vendée reconnaît aujourd'hui que les 500 places réservées aux demandeurs d'asile dans les centres d'accueil ou dans les hébergements d'urgence sont aujourd'hui toutes occupées, mais que d'autres places ouvertes pour les sans-abri sont disponibles aux herbiers ou sur le littoral par exemple. Elle exclut donc toute réquisition de locaux. Nous avons pu voir lors des 3 déclenchements de procédure grand froid que nous avons eus depuis le début de l'année, que certaines places qui avaient été ouvertes n'avaient pas été occupées. Nous pensons qu'il y a, pour les personnes qui sont dans la rue, des difficultés de mobilité, parce qu'il faut bien que nous ayons un rééquilibrage sur notre département pour que toutes les places qui sont mises à disposition puissent être occupées. La préfecture invite donc les demandeurs d'asile à se diriger vers ces structures d'accueil. Aucune rencontre n'est prévue pour le moment entre les associations et l'État. Cette bonne nouvelle maintenant au chapitre économique, la vente de 24 rafales à l'Égypte. Et si c'est une bonne nouvelle pour le groupe Dassault, ça l'est aussi pour un certain nombre de sous-traitants, parmi lesquels des entreprises vendéennes, dont la société Bouygues. Située à Saint-Hilaire-de-Voust, elle réalise près de 75% de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'aéronautique, civile et militaire, notamment pour Thales. Alors évidemment, l'annonce de la vente du Rafale était attendue. Cette vente, c'est sûrement un surplus d'activité. Nous sommes fournisseurs pour Thales en particulier, mais pour d'autres clients aussi, mais Thales étant notre principal client pour le programme Rafale, de 350 références. Donc c'est une activité qui peut s'ajouter à l'activité actuelle sur une période de 12 à 24 mois. Et pour en savoir un peu plus sur la société Bouygues, sachez que TV Vendée diffusera prochainement l'émission Mageco réalisée dans l'entreprise. Suite et fin à présent de notre série de reportages consacrés cette semaine au travail d'un conseiller général, à quelques semaines maintenant des élections départementales. Et après l'hôtel du département et sa permanence, c'est sur le terrain que nous retrouvons Jacqueline Roy. La conseillère générale du canton de Palluau a décidé de mettre fin à son engagement politique. Mais avant cela, elle continue à sillonner les routes et les projets du Nord-Vendée et à épauler les élus du territoire. Regardez.
C'est donc des personnes qui sont handicapées, mais qui sont accompagnées de personnes... voilà, c'est pour ça que c'est complémentaire. Travail de terrain ce matin. Accompagné de plusieurs maires de son canton, Jacqueline Roy entame ses visites dans ce gîte pour personnes en situation de handicap. Un gîte ouvert en 2013 et qui reçoit depuis 2008 et encore aujourd'hui le soutien du Conseil général. On va tester les fauteuils. C'est confortable. C'est normal de voir l'évolution et puis s'il y a un problème en cours pour essayer de trouver la solution, quoi. On va aller à l'église. Prochaine étape donc, l'église Saint-Gilles de Palluau. Là, on a refait tout l'ensemble de la façade, le clocher. Ouais. Tous les abassons ont été refaits à neuf. Oui. On a changé la pendule. J'en ai profité. Ah, ça, parce qu'elle n'était jamais à l'heure. Oui, alors là... Sur cet édifice, des travaux de restauration ont été réalisés. D'autres vont suivre. Le Conseil général intervient là aussi financièrement. Et si Jacqueline Roy vient elle-même constater l'avancée du chantier, c'est pour s'assurer de son bon déroulement. Moi, je suis une personne de terrain et j'ai besoin du concret. Je ne peux pas me contenter, il faut que je vois par mes propres yeux. C'est pas que je suis comme Saint Thomas, enfin, presque. Et puis c'est comme ça, tu vois que l'argent est bien employé. Voilà. Hein. Et je remonte l'information au niveau du département pour dire que l'argent qui a été accordé était nécessaire et bien employé. Bon, alors on en est où là ? Dernière visite de la matinée, le chantier de la future bibliothèque de Falleron. Rapide escale avant de rejoindre l'hôtel du département pour ces dernières semaines de mandat. Car la décision est prise depuis longtemps maintenant. En mars prochain, Jacqueline Roy mettra un terme à son engagement politique. Il faut tourner la page. Et après, quand on s'accroche, je crois qu'après, on pense qu'on est indispensable. Et ça, c'est pas bon. Il n'y a personne d'indispensable, il n'y a personne d'irremplaçable. Et voilà. Mais vous dire que la décision était facile à prendre, non. Jacqueline Roy aura assuré 2 mandats de conseillère générale et avant cela 2 mandats d'adjointe et 2 de maire. Au total, 36 années passées au service de ses concitoyens. Voilà, et on continue avec les élections départementales qui auront lieu, je vous le rappelle, les 22 et 29 mars prochains. D'ici là, nous faisons le tour des différents cantons pour vous présenter les candidats. Ce soir, on s'arrête dans celui des Sables-d'Olonne, canton redessiné comme les autres, avec une particularité. Il a perdu 3 communes, Sainte-Foy, l'Île-d'Olonne et Verré. 3 communes qui, on l'a vu hier, font partie désormais du canton de Talmont. Alors, dans ce canton des Sables-d'Olonne qui compte un peu plus de 41 000 habitants, nous allons commencer à droite par entendre Florence Pinault. Elle est maire adjointe à Olonne-sur-Mer et elle se présente avec Gérard Faugeron, qui est le conseiller général sortant du canton. Ce sont les candidats de la majorité départementale. On écoute donc Florence Pinault. Elle présente les principaux axes du programme. Nos priorités, donc avec Gérard Faugeron ainsi que nos remplaçants, c'est vraiment d'accompagner nos concitoyens, que ce soit auprès des seniors, que ce soit auprès des collégiens, que ce soit au niveau de l'économie numérique aujourd'hui, que ce soit auprès de l'environnement, pour pouvoir garder en fait notre qualité de vie au pays des Olonnes, qui nous semble très important et qui nous semble aussi être une vraie valeur pour nos concitoyens et que c'est à nous, en tant qu'élus, de défendre tous ces projets-là. Toujours dans le canton des Sables-d'Olonne, nous allons entendre maintenant Anthony Pitalier. Il est conseiller municipal d'opposition au château d'Olonne. Il se présente en binôme avec Donatelle Pointereau. Ces 2 candidats porteront l'étiquette du Parti socialiste. On écoute donc Anthony Pitalier. Il nous présente les priorités de cette campagne. L'objectif premier, c'est la transition énergétique pour la croissance verte et bleue, pour la mutation de l'économie de notre département en faveur de la création d'emplois, en faveur des questions sociales, puisque la transition énergétique, c'est la démocratie environnementale qui concerne toutes les catégories de la population. Donc, créer de l'emploi, faire des économies à nos concitoyens. Et bien sûr, les questions sociales sont prégnantes, puisqu'on doit s'adresser à la fois aux catégories les plus défavorisées, toutes générations confondues. Et on termine toujours dans le canton des Sables-d'Olonne avec le binôme Europe Écologie Les Verts. Nous allons entendre Catherine Raguido. Elle se présente avec Laurent Acriche. Parmi leurs priorités, des EHPAD publics, le maintien à domicile des personnes âgées et bien sûr l'environnement ou encore l'éducation. Nous préconisons des collèges à taille humaine, pas des grosses entités. Et avec, bien entendu, les cantines bio, des constructions de collèges très performants au point de vue économie d'énergie. Voilà. Dans l'environnement, nous voulons une agriculture de proximité.
et des transports doux, développer des transports doux plutôt que le tout routier. Cette drôle d'histoire maintenant qui ne fait pas vraiment rire les responsables des roulottes du Sud-Vendée. Jeudi matin, ils ont découvert qu'il manquait une roulotte justement avec laquelle ils proposent des balades l'été. Alors ce vol ne remet pas en question l'avenir de l'association, mais il laisse un goût amer. Reportage à Saint-Hermine de Pierre Dalicieux. Non, c'est pas la nôtre. Non, c'est pas la nôtre. Non. Depuis hier, les membres de cette association scrutent Internet à la recherche d'informations concernant un vol peu commun, celui d'une de leurs roulottes. Un appel à témoins a même été lancé. On mène notre enquête, voilà, tout simplement. Nous, on y croit, on espère qu'un réseau va se créer, que quelqu'un aura vu quelque chose. Bien sûr, on ne veut pas se substituer au travail de la gendarmerie, mais pour nous, c'est notre outil de travail et cette roulotte est importante pour nous, quoi. Le salarié de l'association est arrivé comme chaque matin dans ce hangar où était entreposée la roulotte pour l'hiver. Difficile d'imaginer que celle-ci pouvait disparaître comme ça. Je suis allé voir les voisins et qui m'ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. Donc après, automatiquement, j'ai été à la gendarmerie pour faire une déposition. La roulotte volée ressemble à celle-ci en beige. L'association en comptait 15 jusqu'à hier. Pas de quoi fragiliser leur activité qui va démarrer pour la saison estivale. Néanmoins, pour tout le monde ici, c'est un peu l'incompréhension et la colère. Nous voler une roulotte, c'est un petit peu... c'est désagréable, quoi. C'est vexant. Un appel à témoins a donc été lancé sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver l'objet du délit. Une roulotte comme celle-ci coûte environ 12 000 €. En sport, match important ce week-end pour les joueuses du RVBC, le club de basket de La Roche-sur-Yon, puisqu'elles accueillent Montpellier en quart de finale de la Coupe de France. Montpellier qui évolue en Ligue, l'élite du basket féminin, alors que les Lyonnaises sont une division en dessous. Mais en sport et d'autant plus en Coupe de France, rien n'est joué d'avance, même si le président du club n'y croit pas vraiment. On est dans un autre monde avec des internationales françaises et étrangères. Donc là, franchement, on ne pourra pas lutter. Mais nous, le plus important, c'est qu'on montre un bon visage du basket. On veut montrer du spectacle, on veut montrer du basket de qualité, on veut que les gens soient satisfaits. Et puis c'est un match de gala, quoi. Nous, on le voit comme ça. Donc il n'y aura pas de stress, mais de la motivation en ce qui concerne notre équipe. Alors pour encourager quand même les Vendéennes, rendez-vous ce samedi soir à 20h, salle Omnisport. Et puis en équitation, cette fois, aujourd'hui, demain et dimanche, l'étrier fontenaisien organise un concours national de dressage, non pas à Fontenay mais au Haras de la Vendée, à La Roche donc. Ce concours devrait réunir des cavaliers des 4 coins de la France, voire d'Europe. Reportage à Nice Vinet. 11h. Réveil musculaire au pas et échauffement au trot sur le terrain de détente. Dernière répétition avant le passage devant le jury. Un jury très exigeant face à des cavaliers parfois expérimentés. C'est une très grande satisfaction qu'on ait des grands cavaliers qui soient présents, que ça se fasse au Haras de la Vendée, que ça donne l'idée aux organisateurs de pouvoir organiser des dressages et qu'il y a des cavaliers présents et qu'ils viennent environ de toute la France, puisqu'on a des cavaliers de régions parisiennes, Bretagne, Corse. Au total, 3 jours de concours avec plus d'une centaine de cavaliers. Odile est l'une d'entre eux. Élue plusieurs fois championne de France Pro Élite et membre de l'équipe de France pendant plus de 6 ans, les concours pour Odile, c'est un peu la routine. Mais aujourd'hui est un jour important. C'est le premier concours de la saison pour ce cheval. Une reprise toujours délicate. Une grande part de ce qui va être apprécié, c'est entre autres des appuis au galop, qui consistent à se déplacer latéralement, en travers, au galop avec le cheval. Des changements de pied en l'air, c'est-à-dire que le cheval galope sur le pied gauche ou sur le pied droit. Ce sont des mouvements un petit peu techniques et qu'on va donc lui demander sur l'épreuve qu'il va faire tout à l'heure. Une compétition nationale qui permet de se préparer au championnat de France fin 2015. On en parlait hier, le Science Tour C'est pas sorcier a fait étape à La Roche-sur-Yon, mercredi et jeudi. L'association des petits débrouillards vendéens en a ainsi profité pour accueillir sur la place Napoléon les scientifiques en herbe. Car c'est un peu l'objectif de cette animation, expérimenter et manipuler. Regardez plutôt le reportage de Grégoire de Châtillon. On va essayer de comparer l'eau, on va dire que c'est un liquide,
avec l'air qui est un gaz. Découvrir des pratiques scientifiques simples tout en participant, voilà la principale mission du Science Tour. Vous allez me dire la différence. Au programme, des expériences sur l'eau, l'air et aussi la santé. Amérique centrale, 20 cm. Si ils font beaucoup de kilomètres pour aller chercher ces légumes, ça leur coûte quelque chose derrière. Et donc pour cela, on a adapté nos jeux par rapport aux outils que l'on a. L'expérience est aussi dans la transition écologique. L'eau, vous le savez, est la principale source de vie et avec elle, les manipulations sont multiples. Avec l'air chaud, ça faisait monter la balle si on trempait la bouteille dans le verre d'eau chaud, alors qu'avec le verre d'eau froid, ça fait rien. Tentez l'expérience vous-même et puis partagez vos connaissances afin de démocratiser la science, comme le font très bien les animateurs du Science Tour. Donc là, on voit bien en fait, ça a la forme de... Zoom à présent sur une réussite à la Vendéenne. Il y a 10 ans, au démarrage de son activité, Pénélope Nolot était loin d'imaginer que le phénomène prendrait une telle ampleur. Aujourd'hui, personne à travers le monde n'ose dire non à ces poupées réalisées à la main et uniquement avec des matériaux bio. Rencontre avec Happy to See You dans son atelier de confection. Reportage signé Cyril Guillet. Il y a une autre commande du Japon avec plusieurs poupées et une commande de Hong Kong. Le carnet de commandes de Pénélope Nolot ne désemplit pas et chaque mois une dizaine de poupées sont exportées aux 4 coins du globe. Elle est aujourd'hui bien loin de son premier essai. La première poupée, je l'avais fait pour mon fils qui a 19 ans, mais c'était pas dans un but commercial à l'époque, c'était juste pour... voilà, les premières, ça a été pour mes enfants, mes nièces, les amis. De fil en aiguille, en 2005, elle lance sa marque Happy to See You, des poupées fabriquées sur mesure à base de matériaux bio, une formule qui suscite rapidement un véritable engouement sur la toile. C'est vrai que par Internet, le réseau peut s'étaler à l'étranger. Puis après, parfois, il y a eu des rencontres. Pour le Japon, c'est vrai que j'ai une cliente qui a une boutique qui est venue jusqu'à l'atelier pour voir comment je fabriquais avant de me commander pour sa boutique. Et elle fait connaître un petit peu les poupées au Japon dans son magasin. Donc je mets de la laine vierge cardée à l'intérieur du jersey de coton bio qui a été cousu en forme de bras de poupée. Laine de boer pour les cheveux, coton bio, chaque élément a été choisi avec soin pour que ces poupées soient le plus naturel possible. Un savoir-faire qu'elle a acquis au fil des années et qu'elle s'applique à reproduire sur chacune de ses créations. On fait très attention parce que c'est la personnalité de la poupée. C'est vrai que si on rate son visage, c'est un peu dommage après. 5 heures de travail sont nécessaires pour donner vie à ces poupées et pour pouvoir répondre à toutes les commandes, elle a été obligée d'embaucher. Disons qu'à 2, oui, on arrive déjà mieux à fournir. Parce qu'on a voulu aussi garder cette fabrication. Moi, je brode chaque visage de mes poupées. Chaque poupée passe entre mes mains et celui de mon employé. Donc c'est vraiment encore très, très artisanal. La dernière étape, c'est de coudre les cheveux sur la poupée. Donc le long de la couture, à travers toutes les épaisseurs. Donc c'est vrai que c'est assez dur, il faut vraiment un dé à coudre et une grosse aiguille. Parallèlement, elle a développé un kit de poupées à monter soi-même, une formule qui là encore plaît beaucoup. Ils commandent un kit, ils choisissent la couleur de peau, des cheveux, etc. Ils reçoivent toutes les matières, plus des petits posters d'explications. Ses créations sont présentées dans sa boutique, tout un univers y est décliné, vêtements pour enfants assortis aux tenues des poupées, mais aussi un grand choix d'objets décoratifs, tous faits main et réalisés par des artisans locaux. Voilà, et si vous aussi vous souhaitez retomber en enfance, sachez que des stages sont proposés ce samedi et les 19, 23 et 28 février. Enfin, un mot du temps avant de se quitter. Et pour ce week-end, la bonne nouvelle, c'est les températures, plutôt douces. Mais la mauvaise, c'est la pluie, fréquente samedi, un peu moins dimanche. C'est ce que nous confirme Armel Pavageau dans un instant avec le bulletin météo complet. Quant à nous, on se retrouve très vite maintenant pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, c'est Edwige Richard que vous retrouverez à cette même place lundi soir. Bonne soirée sur TV Vendée, très bon week-end et à très bientôt.